Alors, on va continuer notre voyage au Canada, donc en l'occurrence à découvrir la charte d'Ottawa, avec l'axe 3, acquérir des aptitudes individuelles. Alors, acquérir des aptitudes individuelles. Ce que nous dit la Charte d'Ottawa dedans, c'est les choix individuels constituent, on l'a vu ce matin, une part importante des facteurs influençant la santé. Et pour être en mesure de pouvoir faire des choix, chacun a besoin d'accéder à plusieurs choses. Une information adaptée, de comprendre les mécanismes de décision, d'imaginer des modalités pratiques de mise en œuvre de ces choix, d'identifier les possibles à mettre en œuvre dans sa vie quotidienne. Ces aptitudes se développent à tous les âges de la vie et non pas seulement à l'enfance. Et dans tous les milieux de vie, c'est ce que disait Marie Persigny ce matin, c'est un axe qui est régulièrement travaillé par vous sur le terrain. Je vais pouvoir vous passer la parole. Merci. Alors, on va échanger autour de deux expériences originales, chacune dans son genre. Et donc, on va commencer donc, par la présentation brève de ces deux expériences. Et donc, je vous parlais d'un voyage au Canada, mais en fait, pas du tout. On va en Grèce. On va en Grèce, hein, c'est ça. Donc, avec Louise Dacky, donc, qui est psychologue au Centre psychothérapeutique de Nancy, qui est accompagnée de Sébastien Roussery, infirmier dans le même établissement, et Marie-Claude Tenot, professeure d'une classe du PZE2A, que vous allez nous expliquer ce que c'est. Alors donc oui, on va partir en Grèce. Enfin, je ne sais pas exactement où on va aller d'ailleurs. Donc c'est l'histoire d'une rencontre, de plusieurs rencontres qui nous ont un peu tous bousculés et beaucoup enrichis. Donc nous, l'équipe EMI, équipe mobile d'intervention ethnopsychiatrique donc de Nancy, du CPN, nous prenons en charge des patients, des personnes venues d'ailleurs, de tous âges, enfants, bébés, adultes. Cette équipe intervient la plupart du temps en deuxième intention pour venir en aide à des collègues qui sont en difficulté dans la prise en charge de leurs patients usagers venus d'ailleurs. Et on intervient quand quelque chose leur échappe dans la prise en charge habituelle. L'équipe EMI est aussi sollicitée pour des actions de formation, de prévention, de promotion de la santé, donc sur l'agglomération nancéenne. Et notre rencontre avec Marie-Claude Tenot, prof de français en classe UPE2A, s'est faite autour de quelques situations de jeunes qui étaient ou avaient été dans sa classe et qui étaient en difficulté. On a continué à avoir des échanges autour de ces jeunes et à se rencontrer. Donc la classe UPE2A, c'est unité pédagogique d'enseignement pour les élèves arrivant allophones, c'est-à-dire qui ne parlent pas français. C'est des classes qui sont dans des établissements primaires et secondaires. Donc sa classe avait dû changer d'établissement suite à un redéploiement et elle s'est retrouvée un petit peu comme un groupe d'étrangers différents qui dérangeaient au sein de l'univers bien huilé du collège. Alors, quelle place pour la classe et pour le professeur? Un jour, elle nous alerte en nous disant que la classe est en crise. Elle-même, la professeure, est fatiguée. Elle ne sait plus trop dans quel sens aller. Elle se sent seule. Et comme on a un peu travaillé sur le mythe d'Ulysse, à ce moment-là, on lui propose de travailler avec elle et avec ses élèves autour du mythe d'Ulysse. L'idée, donc, est de travailler autour de l'histoire, qu'elle puisse travailler en amont avec sa classe, en cours, et qu'ensuite, nous, on puisse intervenir sur quelques séances. Donc, on a programmé 5 séances et il y aura une séance un peu d'exposition. Donc, on intervient dans la classe tous les 15 jours. Alors, pourquoi Ulysse? Parce qu'Ulysse, c'est un voyageur, comme les adolescents qui sont dans la classe, et puis il traverse plein d'épreuves, comme les migrants. Et puis, une classe, peut-être que c'est aussi un équipage. Alors l'idée de départ est de faire un travail autour de la cohésion du groupe. Finalement, on est tous dans le même bateau. Secondairement, peut-être d'aider les jeunes à parler autour de la migration, de leur voyage, des difficultés, des points forts et des points faibles qu'ils ont pu vivre. Peut-être de les aider à faire corps en se reconnaissant un peu dans l'autre. Deuxième objectif secondaire, c'est de faire un peu la lumière sur cette classe particulière
du collège en sensibilisant les usagers à la question de ces jeunes et de leur intégration. C'est le voyage un peu expérimental, donc avec des jeunes de 11 à 16 ans, de niveau scolaire complètement différent, de niveau d'apprentissage du français aussi complètement différent, et des jeunes qui vont et viennent, qui ne restent pas forcément dans la classe très longtemps. Alors, la première question, c'était d'où viennent-ils ? On a construit sur une carte, donc on est venu avec du matériel, avec des fils, des punaises, les différents points de départ de chacun et tracer l'itinéraire de notre bateau pour qu'ils puissent se mettre à quai à Nancy pour un nouveau départ. En fait, on a fait le récit du voyage passé, mais par le jeu de la métaphore, finalement, ça s'est transformé en voyage vers l'avenir. En partant du proverbe un peu « avant de savoir où tu vas, encore faut-il savoir d'où tu viens ». Alors ensuite, on a apporté un bateau en carton fait par Sébastien qui figure le contenant que peut être la classe. C'est un bateau qui a géométrie variable. Il est... faut que j'accélère. Il est... excusez-moi, je suis italienne, alors je parle avec les mains et le micro, il bouge avec. D'accord. Donc, un bateau à géométrie variable, c'est-à-dire qui s'étend ou grandit ou raccourcit en fonction de la quantité d'élèves dans la classe, puisque la classe pouvait aller de 12 à 30 élèves quasiment, quelque chose comme ça. Voilà. Quelque chose de pas fini que les jeunes ont pu s'approprier, modifier au fur et à mesure du travail avec eux. Un support qui reste en classe, qui montre aussi qu'on leur apporte quelque chose qui reste pour eux. Ensuite, nous, on était ceux qui étaient venus un peu transformer la classe en bateau. On allait à la rencontre, Sébastien et moi, des Ulysses. Et en fait, c'est eux qui nous ont appelés les Ulysses. On est devenus les invités qu'ils attendaient en disant « mais c'est quand qu'ils viennent, les Ulysses ?» Voilà. On leur a demandé ce qu'ils voulaient mettre dans le bateau. Donc, ils ont proposé des objets à eux, des objets précieux, des objets métaphoriques par le biais de dessins, de petits mots comme leur famille, leurs souvenirs, leurs espoirs, etc. Et puis, ils ont amené aussi une mascotte qui les représente tous, dont il faut prendre soin. Ensuite, on leur a demandé quelle place ils voulaient occuper dans le bateau. Un second, des techniciens, des cuisiniers, du personnel d'entretien, un prof de sport, un docteur, un dentiste, des agents de sécurité qui viennent évidemment des pays où il y a la guerre, des passagers aussi. Et puis, il était entendu qu'il était dévolu à chacun de ramer à son tour. Et ça, je trouve ça intéressant. La place de capitaine, évidemment, a été donnée à la professeure à l'unanimité par tous les élèves. Donc à travers ça, on a vu un peu comment ces jeunes pouvaient aussi voyager et s'impliquer du côté de l'avenir. Alors quelles épreuves ont traversé aussi l'équipage ? Des tempêtes, le risque de couler quand le bateau était un peu trop chargé, la perte des proches. Peu à peu, les élèves sont venus un peu raconter leurs histoires. Il y a eu un dessin qui a été fait en commun face au départ de deux élèves qui étaient renvoyés un ordre de quitter le territoire français. Donc toute la classe avait fait un dessin pour dire au revoir, initié par une élève qui arrivait. C'est comme s'il y avait un passage de relais, hein. Une identification commune et quelque part une énorme cohésion. Alors, mes collègues vont continuer et vous donner encore plein d'exemples. En tous les cas, donc c'était des séances d'1h30 à peu près pour laisser le temps un peu d'élaborer, de cheminer et espacer de 15 jours. On a vu beaucoup de choses qui ont évolué au cours de tout ça. Un bateau bien rempli, des dessins donc, qui ont été exposés lors d'une journée porte ouverte du collège en juin. Peut-être que finalement le regard sur la classe d'étranges-étrangers a un peu changé. Ensuite, l'objectif de ce travail, ce n'était pas du soin, ce n'était pas non plus de les faire parler sur leur traumatisme, mais finalement, il s'est trouvé que peut-être la psychiatrie avait été démystifiée par notre approche, c'était moins stigmatisé, et des jeunes sont venus après demander de l'aide, et ça a ouvert sur d'autres modes de travail. Merci de votre écoute. Merci, ça donne envie d'en savoir plus.
le suspense est entier, puisqu'on va passer la parole à l'autre expérience, donc bénévole intérim. Bonjour. Donc tout d'abord, qui sommes-nous ? Esport 54 est une association qui vient de fêter son 20e anniversaire. Nous avons pour mission l'accompagnement de personnes en situation de handicap d'origine psychique à travers des MAPSI. Les MAPSI, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des maisons, un espace de travail, de rencontres, de réflexion pour accompagner les personnes à cheminer, à accéder à leurs désirs, à leurs projets de vie. Espoir 54 est présent sur différents secteurs du département, Toul, Lunéville, Briey, Longwy et Nancy. C'est un lieu d'accueil, d'entraide avec des professionnels, mais aussi des bénévoles et des pères aidants. Plusieurs services sont proposés afin d'apporter des réponses adaptées à chaque situation, des SAVS, SAMSA. Espoir 54 accueille également une association d'usagers, le groupe d'entraide mutuelle Parasol. Au sein de la MAPSI de Nancy, nous proposons différents services tels que DIMO pour l'insertion professionnelle, le dispositif de transition et d'accompagnement afin d'éviter les ruptures dans le parcours d'accompagnement à la sortie de l'hôpital, un SAVS pour l'accompagnement à la vie sociale, EPSIL pour résoudre les difficultés liées à l'incurie dans le logement. Nous avons aussi les appuis renforcés, les appuis spécifiques Espoir 54 pour les bénéficiaires du RSA. C'est une expérimentation dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle pour les personnes en arrêt suite à un épuisement professionnel. Nous proposons aussi des modules, des ateliers et des outils innovants comme Bénévole Intérim. Alors, pourquoi Bénévole Intérim ? Bénévole Intérim a été créé en 2011 par la coordinatrice d'action sociale du SAVS afin de répondre à la demande de certains adhérents usagers de pratiquer une activité bénévole tout en étant accompagnés par un professionnel. C'est un accompagnement concret à la pratique d'une activité bénévole pour des personnes qui ne peuvent plus travailler car trop fragilisées par la maladie, mais qui expriment quand même le désir de se rendre utile à la société, d'avoir une activité et de s'engager dans une action. Cet outil permet à chaque bénévole intérim de répondre à ce sentiment d'utilité sociale qui l'anime, de développer son aptitude à mobiliser ses ressources, d'enrichir ses compétences, de s'engager dans des actions bénévoles, d'évoluer dans un cadre rassurant et bienveillant. Ça permet aussi d'aider à leur intégration dans la cité, à participer à la déstigmatisation du handicap d'origine psychique en faisant évoluer les représentations par la création du lien social. Et ça permet aussi de travailler à leurs projets personnalisés, à l'émanation de leurs désirs. Je laisse la parole à Marc, mon nouveau collègue. Alors concrètement, nous mettons en lien des personnes accompagnées par Espoir 54 avec des organismes qui ont besoin de bénévoles. Donc nous les accompagnons sur les terrains pendant les missions. L'animateur coordinateur gère l'emploi du temps des actions et les relations entre les bénévoles et les partenaires. Donc cela nécessite un travail de proximité avec les adhérents usagers pour qu'un vrai lien de confiance puisse se tisser, mais aussi avec les partenaires pour faire en sorte de déstigmatiser la maladie psychique. Les missions proposées peuvent être des missions donc ponctuelles ou régulières, individuelles ou en groupe, accompagnées par un professionnel ou en autonomie quand cela devient possible. Le respect du rythme et de la réalité de chaque bénévole est une priorité. La clé, c'est l'adaptation. Donc pour cela, nous avons développé un réseau de partenaires sur la métropole du Grand Nancy. Donc ça peut être des associations, des centres sociaux, MJC, des collectifs, des collectivités territoriales, des EHPAD, toute structure ayant des besoins en bénévoles. Donc tous les mois avec les bénévoles, on partage un temps de partage qui peut être ponctué par un repas ou un goûter. Donc ça permet aux bénévoles usagers d'échanger sur leurs expériences, leurs désirs, ce qui a été ou au contraire ce qui n'a pas été. Le temps d'échange permet aussi de valoriser les compétences de certains bénévoles pour que d'autres puissent s'en inspirer dans leur domaine d'intervention au sein de bénévoles intérim. Donc les missions qui nous sont proposées sont très variées. Ça peut être des préparations culinaires pour des collectifs théâtrales, par exemple, des animations en EHPAD, par exemple, de la manutention, donc montage de scène, voilà, de la mise sous pli. D'ailleurs, les documents que vous avez entre vos mains ont été mis sous pli par les bénévoles de bénévoles intérim. Ça peut être de l'accueil de public, de la diffusion de communication,
du travail manuel, du jardinage, voilà. Donc les projets sont toujours développés en fonction des aptitudes individuelles des bénévoles, afin qu'ils puissent cultiver leurs compétences et trouver un espace de valorisation. Donc nous soutenons nos partenaires dans l'accueil et l'intégration des bénévoles intérim, mais aussi dans la connaissance de la maladie. Nous sommes présents et disponibles pour les partenaires afin de lever les freins ou les questionnements en lien avec le public. Donc en chiffres, aujourd'hui, bénévoles intérim, c'est environ 30 personnes accompagnées, une quinzaine de partenaires sur la métropole du Grand Nancy et environ 1240 heures de bénévolat sur l'année. Bénévoles intérim est en ce moment en perpétuelle évolution de par le nombre de bénévoles inscrits et de missions qui nous sont proposées, mais aussi grâce à la possibilité de le transposer à d'autres publics afin que chacun, peu importe sa situation, puisse mettre ses aptitudes personnelles au service de la communauté et ainsi participer à l'amélioration de sa propre santé mentale. Donc c'est pour cela que l'animateur coordinateur n'intervient pas en tant que sachant auprès de l'usager, mais plutôt comme une sorte de collègue, ce qui permet à l'usager de faire valoir ses compétences et ressources en minimisant leurs freins. Ce sont vraiment les bénévoles usagers qui sont au cœur de cet outil. Pour finir, pourquoi le nom de bénévole intérim ? C'est tout simple, c'est parce que cet outil fonctionne comme une boîte d'intérim. Les bénévoles proposent leurs ressources, leur savoir-faire à des organismes ayant des besoins divers. Voilà. Merci de cette présentation. Donc on voit le lien entre les deux expériences qui est la force du collectif finalement. La force du collectif pour aller mieux, pour trouver des solutions ensemble et pour cheminer. Alors, Romain, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez découvert sur vous-même, vos envies, vos compétences, grâce à votre participation à Bénévoles Intérim ? Mon expérience avec Bénévoles Intérim, dans un premier temps, elle était occupationnelle. Donc, même si je n'avais pas de projet professionnel, je ne restais pas sans rien faire. Donc au travers de cette occupation, du coup, j'ai pu développer différentes aptitudes de manière plus ou moins spontanée. Notamment dans la socialisation, j'ai appris à communiquer avec les autres, à entrer en relation, à avoir des conversations. Ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi et d'être là aujourd'hui, par exemple. En autonomie alimentaire, je ne savais pas cuisiner, donc j'ai appris à suivre des recettes, tout simplement, et puis à les répéter chez moi. Puis voilà, après mes actions ont été variées, j'ai fait un peu de tout. Ça m'a permis d'apprendre à m'adapter aux situations nouvelles, aux différentes activités, aux groupes, aux lieux, et à faire face à l'imprévu. Ces activités me permettent de trouver un rythme, au moins sur la journée de l'action, et je suis heureux d'être occupé sur un temps donné. C'est beaucoup de rapports humains, et ça aide à au quotidien. Et ça fait combien de temps que vous... Un an, un peu plus d'un an. D'accord. Jean-Marc, alors vous avez intégré le dispositif, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Pourquoi, si vous pouvez nous expliquer pourquoi ça a fonctionné pour vous par rapport à d'autres aides que vous auriez pu trouver ? Pourquoi ? Enfin, si vous voulez répondre à cette question. Ouais. En fait, j'ai toujours voulu participer à la société, même du temps où j'étais môme, mais ça ne s'est pas fait. Ce qui fait que toutes les associations de mon village, pour moi, n'existaient pas. Donc il y avait ce lien social qui n'existait pas. Bien plus tard, dans les années 90, avant de prononcer de ma maladie, j'ai fait 2 années au Resto du Cœur. Et donc ça m'a donné cette envie de repartager, d'avoir une idéologie d'entraide et donc de foncer vers l'avant. Ensuite, il y a eu la maladie qui est survenue. Là, j'ai intégré Espoir 54 depuis 2011, je crois. Et donc, ça m'a apporté énormément de choses. Ça m'a apporté déjà le fait de me retrouver en contact avec d'autres personnes qui avaient les mêmes problèmes que moi, qui m'ont permis de dire que j'étais encore capable. Certains handicapés m'ont donné l'envie de retravailler. Mais comme je ne pouvais plus,
J'ai préféré le bénévolat. Enfin, je m'exprime un peu mal, mais excusez-moi. Non, c'est clair, allez-y, continuez. Donc, Vous disiez dans votre texte, l'envie était là. Exact, l'envie était là, oui. Découvrir, comme dit Romain, qu'on pouvait être utile en faisant des choses simples. Ouais. Toutes simples, toutes banales. Par exemple, pour l'action Cité Cirque de Vendœuvre, où j'ai été chapiteau dans lequel je suis, avec la MJC Nomade, c'est porter des bancs, porter des tables de brasserie. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même utile. Ensuite, il y a tout ce qu'on partage en commun, les valeurs que nous apporte le bénévolat, l'amour du travail bien fait. Le soir, quand on rentre chez soi, on se dit, bon, on a fait une bonne journée. Et puis, on se dit, voilà, je suis valorisé, j'ai fait quelque chose de bien. Et puis, le fait de retrouver un groupe, de briser la solitude, comme disait Romain. Et là, j'ai pu redécouvrir ce que j'avais perdu, c'est-à-dire des sentiments, des émotions. Et puis, j'ai changé le regard sur la société. Avant, je me disais, elle ne me veut plus. Donc, je me mets en retrait. Et donc, j'ai vu que même si on a un handicap psychique, même si c'est un handicap physique, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Et s'il y a des handicapés qui arrivent à gravir des montagnes, eh bien, je peux dire que nous, en tant qu'handicapés psychiques, on peut le faire aussi. Merci pour ce message optimiste. Alors, vous avez bien compris aussi qu'il y avait une offre de service, hein, donc vous pouvez faire appel à bénévoles intérim pour des besoins que vous pourriez avoir, quels qu'ils soient, dans votre champ de compétences. Il y a des flyers là-bas, Romain et Jean-Marc et leurs collègues attendent des demandes. Faut en profiter, hein, vous êtes à la tribune. Voilà. Alors, Ulysse, les Ulysses, on revient à vous. Dans le voyage, donc on a bien compris que vous veniez de loin et que vous saviez à peu près où vous alliez. Je ne sais pas comment vous vous répartissez, Sébastien, Marie-Claude. En fait, la question, c'était un peu quelle transformation vous avez pu voir, observer dans la durée, pas seulement pour les élèves que vous accueillez, mais aussi pour les professionnels de l'éducation nationale, vos collègues. J'imagine que ça devait être un peu perturbant, non? Je ne sais pas. Et puis pour les professionnels du soin aussi, c'est quand même un sacré voyage. Alors la classe dans laquelle j'enseigne est comme un port. Les élèves qui arrivent ont entre 11 et 16 ans. Moi, je ne sais pas combien ils seront. Ils peuvent être 5, puis tout à coup 20, puis tout à coup 25. Et puis là, la barque commence à peser, presque à couler. Donc, j'appelle Lémi. Et je ne sais pas non plus dans quel état traumatique ces jeunes sont. Quand j'ai commencé ce métier, je ne posais pas de questions et je ne sentais pas que les problèmes étaient là. Et je dois dire que très récemment, je ne peux pas les ignorer. Donc, quelle transformation j'ai pu observer? Eh bien, déjà, dans cet établissement qui n'avait aucune connaissance de ce type de classe, ça s'est terminé cette fin d'année scolaire avec une grande reconnaissance pour ce que les jeunes apportent, même s'ils ne parlent pas encore beaucoup notre langue, mais ils ont ouvert beaucoup de portes. Dans la hiérarchie, l'inspectrice de ma discipline, c'est-à-dire le français, a beaucoup suivi ce travail, me demande justement de l'informer sur cette journée de la santé mentale, par exemple. Et la rectrice elle-même m'a donné comme mission de préparer l'arrivée de ma remplaçante, puisque je prends ma retraite. Et c'était donc montrer combien le système scolaire, l'école, fait son travail et s'ouvre à l'accueil de ses élèves. Les professeurs eux-mêmes ont ouvert leur discipline à ces élèves. Quant aux élèves, comment ont-ils évolué? Évidemment, je leur ai apporté les compétences langagières, c'est mon travail, apprendre le vocabulaire, les verbes, les conjugaisons, les phrases simples, les phrases complexes. Mais quand ils ne vont pas bien,
c'est-à-dire que leur santé mentale n'est pas bonne, comment peuvent-ils apprendre ? Eh bien, ils peuvent apprendre en passant par un travail collectif qui a donc été ce bateau et cette aventure avec Ulysse. Et au fur et à mesure, ils ont créé un langage commun. Et moi-même, j'ai fini par comprendre que ce que je leur apprenais, c'était sans doute la capacité de chanter comme des récitants de leur Odyssée. Donc la langue est devenue une autre langue, on en a créé une autre qui est le français, mais avec des passages par leur langue. Donc ce qui est la santé mentale est totalement en jeu dans ce genre de classe. Ils sont très impactés par leur migration. La parole ne vient pas, les apprentissages ne viennent pas facilement, donc il faut savoir travailler tous ensemble. C'est ce que nous avons fait. Et je pense que cette libération de la parole a permis, pour 2 exemples que je voudrais donner, une élève qui était absolument mutique et qui, à la fin de notre travail, au bout de la 5e ou 6e séance, s'est levée, s'est présentée dans sa langue, avec beaucoup de joie et dans la certitude qu'on la comprenait. Donc je crois que le travail était fait. Et pour un autre élève albanais qui a dont la famille a été renvoyée, eh bien le jour où il l'a su, c'était pendant la matinée où il était en classe avec moi, je lui ai dit, si tu veux, on peut faire une photo de la classe, puis on l'enverra à nos Ulyssiens, Louise et Sébastien. Immédiatement, il est allé prendre le bateau, il a dit la photo, c'est avec le bateau. Voilà. Merci. Sébastien. Oui, je voulais rajouter, au niveau du soin, parce que nous, on est soignants, on est dans la psychiatrie, donc ça fait déjà un petit peu peur. Hein. Donc quand on va à l'école, moi, la première question, c'était quelle place prendre, qu'est-ce qu'on va faire ? On n'allait pas faire un atelier thérapeutique au sein de la classe. En plus, comme disait Marie-Claude, il y a potentiellement des histoires compliquées, donc il faut aller très doucement. Donc je pense que là, on est parti d'une idée un peu de médiatiser ce qui se passait, de permettre que chacun puisse un peu prendre la parole, raconter avec des outils comme les dessins, comme l'appropriation du bateau, un petit peu ce qui leur était arrivé, de mettre finalement en commun ce qu'ils avaient en commun, et puis aussi travailler sur les particularités de chacun. Donc ça, j'allais dire, c'est au niveau de la classe. Hein. Comme l'a dit Marie-Claude, ça permet aussi de médiatiser avec le reste de l'école, hein, puisque nous voir arriver, qu'est-ce qu'ils vont faire ici. Puis on est allé effectivement jusqu'à l'exposition, donc nous on était présents aussi à l'exposition, on était dans l'école avec les élèves, avec les autres exposants. Et puis dans les transformations par rapport à notre travail, alors moi c'est pareil, ça m'a demandé d'essayer de trouver un objet qui allait un petit peu symboliser ça, qu'ils allaient pouvoir s'approprier. Hein, et donc Louise le disait, quelque chose de pas fini, parce que si on amène quelque chose de fini, ça ne sert plus à rien. Et là, c'est vrai que ça a bien fonctionné, ils ont vraiment réussi à se l'approprier. Et puis la dernière chose, pour certains élèves dans la classe, il y en avait des élèves qui étaient beaucoup plus en difficulté, parce que j'allais dire, il y avait l'ambiance générale et puis des élèves avec des problèmes particuliers. Ça a permis de rencontrer, j'allais dire, la psychiatrie sur un mode plutôt plus facilité peut-être. Et ça a permis pour certains enfants d'avoir accès à des soins ensuite, parce qu'ils en avaient besoin. Voilà. Et c'est vrai que moi, je pense à un jeune garçon en particulier qui vraiment est venu à côté de moi et on a commencé à discuter. On voyait que ça permettait qu'il fasse appel, en fait. Voilà. Hein, et ça facilitait vraiment ça au sein de la classe. Et c'est pas dans nos pratiques habituelles de le faire de cette manière-là. Voilà. Par rapport aux compétences des enfants et au désir de s'ouvrir vers l'autre, il y a un exemple qui était extraordinaire, c'était de voir, puisque les enfants venant de plusieurs pays, plusieurs langues, de voir comment un message qui était adressé à un pouvait passer par 3 interlocuteurs avant d'y arriver. C'est-à-dire que ça passait du français à l'italien, de l'italien au turc, du turc au russe, etc., pour arriver, et idem dans l'autre sens. Et là, on se dit, si ça, c'est pas de la collaboration, si ça, c'est pas du travail et de l'entraide, qu'est-ce que c'est ? Un dernier mot, c'est pareil, dans la physionomie de la classe, on a vu qu'au fur et à mesure de nos interventions,
comment dire, voilà, avant c'était plus par groupe, j'allais dire, d'origine, où les garçons ensemble, les filles ensemble. Et c'est vrai que ça a évolué au fur et à mesure du temps, puis les filles souvent quand même très effacées. Et ça a vraiment évolué à chaque fois qu'on venait, en fait. Voilà. Merci de ces explications. Moi, ce que je vois comme point commun dans les deux expériences qui nous sont rapportées là, c'est que finalement, les effets sur la santé mentale arrivent de surcroît. Vous n'êtes pas en frontal. Voilà. C'est par des effets de médiation que, en fait, la santé mentale va s'améliorer par la périphérie, en fait. C'est pas, voilà, on n'est pas dans le soin. C'est-à-dire la preuve, effectivement, que quand on fait de la promotion de la santé mentale, c'est-à-dire quand on intervient à d'autres niveaux que le soin ou que le trouble, vous l'avez bien expliqué, hein, vous, de votre posture, vous n'avez pas un rôle de soignant. Donc vous savez que les enfants, ils sont sans doute un peu fracassés, mais ce n'est pas votre rôle. Voilà. Et donc comment on peut, par la périphérie, arriver à prendre en charge ça. Et c'est un petit peu ce qui se passe aussi au niveau de bénévoles intérim, c'est-à-dire c'est en ayant un rôle social, une utilité sociale, que finalement on va mieux. C'est pas forcément en prenant des médicaments ça ne veut pas dire que c'est l'un ou l'autre, mais disons qu'on peut aller mieux de différentes façons. Après, il y a une autre chose qui m'a marquée, c'est, vous disiez au début, nous on disait que les enfants c'était les Ulysses, et en fait ils nous ont renvoyé que c'était nous les Ulysses. Et puis Jean-Marc, vous disiez, j'avais l'impression de ne pas être capable, et finalement je renvoie à la société que je suis capable. Et finalement, ça m'inspire le fait que les Ulysses, les Pénélope, les Calypso ne sont pas forcément ceux et celles que l'on croit. Je passe la parole à la salle. Si vous avez des questions, les Ulysses, les Calypso, les Pénélope. J'ai une petite question par rapport à la valorisation donc, de votre expérience au titre de bénévole. Comment ça se passe pour les personnes qui bénéficient de prestations sociales? Est-ce que ça peut impacter éventuellement? Est-ce que ça peut entrer dans le cadre, par exemple, d'un contrat d'insertion pour une personne qui est bénéficiaire du RSA? Ça, je n'ai pas franchement la réponse. Je ne crois pas que ça puisse... Après, oui, je pense que ça peut être valorisé dans un contrat d'insertion. Ça n'aurait aucune conséquence sur les prestations sociales vu que c'est du bénévolat, mais ça peut rentrer, enfin pour avoir déjà fait des contrats d'insertion, oui, ça peut rentrer dans le cadre d'un contrat d'insertion, oui. D'accord, pour éviter que ça ne soit considéré comme travail au black. C'est aussi ça. C'est pas du Cette travail au black, notion-là c'est structuré quand même, c'est structuré. Oui. D'accord, merci. Oui, l'étape d'après, c'est de rémunérer en fait. Bénévole intérim est là pour soit des personnes qui, comme disait Jean-Marc, qui voudraient travailler mais qui peut-être ne peuvent pas, ou pourquoi pas peut-être aussi être un tremplin pour pourquoi pas après pour les personnes qui sont capables de pouvoir travailler. D'autres questions, remarques? C'est déjà arrivé de bénévoles justement qui après quelques temps de bénévolat, font un autre parcours vers un emploi adapté ou un emploi Oui, on a eu quelques expériences qui est plutôt positives. Je pense par exemple à on va dire Michel qui, en pratiquant dans le cadre de bénévoles intérim des actions de cuisine, en fait, a pu rencontrer des gens, montrer toutes les compétences qu'il avait et du coup intégrer une formation et pouvoir après trouver un emploi. Mais ça peut être aussi, par exemple, pour une jeune femme qui souhaitait transmettre à des personnes âgées un moment de bien-être. Elle avait des compétences en esthétique et du coup maintenant elle est autonome dans ses actions de bénévolat. Du coup, dans les EHPAD, et voilà, c'est vraiment, ça peut être un tremplin. Donc majoritairement, c'est quand même des personnes qui bénéficient d'une allocation adultes handicapés. Oui. Sachant que le but premier de bénévole intérim, c'est que la personne ait le sentiment d'utilité sociale. Fatah Senadla, médiateur de santé, père. Moi, je voulais vous demander par rapport à vos partenaires dans bénévolat intérim, quelle était la réaction lorsque vous... Déjà, est-ce que vous annoncez, je pense que vous jouez carte sur table, vous annoncez que les personnes sont en situation de fragilité et la réaction des partenaires quand ils apprennent la fragilité? La réaction, elle est vraiment variable. Ça dépend de la sensibilité de chacun, de la connaissance
la connaissance de la maladie, de la représentation que les personnes en ont. Donc, au sein même d'une même structure en fait, qu'on va rencontrer, il va y avoir différentes réactions. De la peur, de la crainte, d'autres vont être vraiment très ouverts et avoir envie du coup de connaître plus et d'aider tous nos bénévoles intérim. C'est vraiment variable, c'est comme dans la société en fait. Voilà. Et du coup, je pense que le professionnel est là pour déstigmatiser la maladie psychique et rassurer auprès des partenaires. Et justement, Romain ou Jean-Marc, peut-être si vous voulez rajouter quelque chose sur votre vécu à vous, la manière dont vous avez l'impression que les gens vous regardent quand vous êtes accueillis, etc. Si vous avez... La manière dont on est accueilli, c'est variable aussi. Disons qu'à partir du moment où certains qui nous connaissent notre diagnostic malade, il y a une certaine stigmatisation qui reste. Il y a toujours cette chose qu'on voit dans les journaux, qui fait peur, quoi, ni plus ni moins. Et puis il y en a d'autres qui nous disent rien, qui sont bienveillants. Puis il y en a d'autres qui, franchement, ne disent rien et nous laissent de côté. Voilà. Même quand ils voient comment vous travaillez, etc. Ou c'est la première fois? C'est souvent les premières fois, oui. Mais petit à petit, ça commence à changer petit à petit, mais il y a toujours cette crainte, cette peur, cette chose indéfinissable qui fait qu'on reste des malades psychiques. Ça, vous le sentez? On le sent. On le sent très bien. Romain, vous avez la même expérience? Personnellement, depuis l'arrivée de la maladie, je me sens plus handicapé, entre guillemets, plus stigmatisé, plus réduit. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable. C'est juste l'idée que la société a de nous, parce que on a une envie quand même de s'en sortir. C'est pas parce qu'on est malade qu'on veut juste rester chez nous à rien faire, à fuir tout le monde. Au contraire, nous on veut être comme tous. Donc la déstigmatisation, elle vient avec le temps. Il faut que les gens se rendent compte qu'on est tous stabilisés, qu'on est des gens qui veulent, quoi. Et donc finalement, en étant bénévole, vous contribuez à ça? Oui, tout à fait. Même si ce n'est pas l'objectif premier, mais en fait, vous faites la preuve que c'est possible. Jean-Marc, allez-y, vous voulez rajouter quelque chose? Je voudrais juste remercier tous ceux que j'ai rencontrés, tous les psychiatres, les psychologues, les infirmières, qui m'ont permis, à moi et à mes petits camarades, d'aller mieux. Parce que franchement, il y en a certains comme moi qui reviennent de loin et qui maintenant osent vraiment relever la tête et dire, vous voyez, moi, je reviens vers vous, et vous êtes venus vers moi, je reviens vers vous, et je suis capable de vous en mettre plein la vue. J'ai déjà parlé ce matin, je suis Jean-Louis Gilles. Je vous ai reconnu. Je voudrais poser une question, c'est par rapport à Ulysse. Je trouve que c'est une expérience extraordinaire et formidable que vous avez menée avec l'éducation nationale et les soins. Par contre, je me demande comment ce que vous avez fait là est transposable ou transférable dans d'autres académies et comment ça s'est fait, etc. Parce que vous avez parlé de l'inspecteur, vous avez parlé du recteur ou de la rectrice. C'est vrai qu'ils ont pris conscience de ce que vous faites et je trouvais extraordinaire ce que vous avez dit à la fin, surtout sur on part du russe au turc, etc., à l'italien ou l'inverse pour arriver au français, quoi. Mais ça, je pense que c'est des choses comme ça qui doivent être transmises et c'est pas du ça peut se faire, je pense, à mon avis. Alors je ne sais pas si ça s'est fait, j'en sais rien. Je pense qu'il faudra du temps. En tous les cas, moi, c'est ma propre santé mentale qui commençait à être impactée.
Et ces jeunes étaient là, ils avaient d'autres soucis. Donc, j'ai forcé les choses. Je ne vous dis pas que ça s'est bien passé pour moi, mais j'ai forcé les choses. Et c'est plutôt Louise qui peut expliquer comment vous avez été accueillis dans cet univers clos de l'école. C'est assez compliqué parce qu'au départ, avec Marie-Claude, on s'est rencontrés autour d'un élève qui l'avait séquestré avec toute la classe tellement il n'était pas bien. Et après, donc nous, l'équipe EMI, on a pris en charge ce jeune, etc. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Après, il y a eu d'autres situations où Marie-Claude nous avait interpellés en disant, voilà, j'ai un jeune qui va pas bien, ça serait bien de le voir, etc. Et le désir de venir rencontrer ces jeunes, etc. Mais la porte des établissements scolaires n'est pas forcément ouverte aux psys. Les psychologues scolaires se demandent si on ne va pas prendre sa place. Le proviseur, qu'est-ce qu'on vient faire? Donc il faut effectivement tout un travail d'approche, de rencontre, de courrier, d'inscription dans un projet, etc., etc. Et finalement, la relation a vraiment, c'est complètement inversé. On était au départ des indésirables, on était des voilà. Qu'est-ce qu'on venait faire là pour finalement finir par être des invités, pour être l'expérience avec la classe a été terminée en juin. Et la proviseure dit, mais cette année, vous allez bien revenir, vous allez bien refaire quelque chose avec nous. Enfin voilà, comme si maintenant, c'était presque une évidence qu'on allait retravailler avec le collège. Comme quoi les portes se sont ouvertes. Comme dirait Jean-Marc, l'obstination paye. Voilà. Merci à vous. Merci.